nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Julien et sa bande d'amis adorent passer du temps dans la forêt qui borde leur village. Ils s'y sentent bien parce que personne ne vient jamais les déranger. Mais un jour, dans cette même forêt, ils vont vivre une série de terrifiants événements. Cette histoire s'intitule Des bruits dans la forêt. Quand je raconte mes histoires un peu surnaturelles, j'aime bien dire, parce que c'est vrai, c'est ce que je pense, j'ai jamais été quelqu'un qui a été attiré par le monde du paranormal. J'aime toujours dire, c'est plus le paranormal qui est attiré par moi. J'ai eu une enfance assez compliquée, on va dire. Ma maman était dépressive et alcoolique. Et de l'âge de mes 7 ans jusqu'à l'âge de mes 10 ans, on va dire que ça a été une période pas simple où plusieurs fois elle a tenté de mettre fin à ses jours. Et moi, je l'ai retrouvé plusieurs fois en tant que petit garçon évanoui ou dans les vapes, où j'ai dû appeler de mon côté soit les pompiers, soit les voisins pour aller chercher de l'aide, parce que mon papa, lui, travaillait 2 journées jusqu'à très tard le soir. Donc il a fallu que je gère ça et ça a été des années très compliquées. Jusqu'au jour où j'ai eu 10 ans et je me souviens très bien, quelques mois après mon anniversaire, un jour je rentrais de l'école et il y avait une ambulance qui était devant chez moi et pas mal de voitures de police. Et comme tout enfant, voilà, on voit ça, on fait « Ah, il y a la police », voilà, on s'amuse. Jusqu'à ce que je vois mon père avec des policiers en pleurs. Et j'ai compris tout de suite que elle avait réussi finalement à mettre fin à ses jours. Faut savoir que mon père en plus c'est pas du tout le genre d'homme à pleurer normalement. Donc là, le voir en pleurs, c'est ce qui m'a permis de comprendre tout de suite. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est maman est partie. Ça n'a pas été simple, ça a été un gros coup dur, même si c'était pas la première fois qu'elle essayait. Mais cette fois-ci, elle avait finalement réussi. Je pense que pour me préserver en tant qu'enfant, ni mon père, ni les amis proches n'ont voulu me dire de quelle manière elle avait réussi à mettre fin à ses jours. Je pense que c'était tout simplement pour me préserver. Mais je n'ai jamais su comment elle avait réussi à se suicider. Par la suite, donc quelques mois ont passé et il a fallu faire avec. Surtout que moi, comme je le disais, mon papa travaillait 2 journées jusqu'à tard le soir, donc il a fallu que je me débrouille, petit garçon de 10 ans, à m'autogérer, apprendre à vivre seul. J'ai le souvenir d'une nuit où je dormais pourtant plutôt bien et je me suis réveillé, pris par une envie d'aller aux toilettes. L'appartement de mon papa, en fait, c'est tout simplement un long couloir où au début on a le salon et quand on va tout au bout du couloir, il y a une porte sur la droite qui donne sur la chambre de mon papa et la dernière porte du fond, c'était ma chambre. Et donc je sors du couloir pour traverser justement pour aller jusqu'aux toilettes et là, devant la porte de la chambre de mon papa,
je vois ma mère pendue contre le coin de la porte, les yeux grands ouverts, en train de me regarder. Donc là, au début, je suis assez choqué. Je me frotte les yeux, pensant que ça se trouve, je suis encore en train de rêver. Et là, je me donne des petites tapes sur la joue et non. Je suis bien réveillé et je vois ma mère qui me regarde fixement, les yeux dans les yeux, pendue au coin de la porte. Et là, je suis totalement tétanisé sur place. Je ne sais pas quoi faire et je vais bloquer comme ça pendant plusieurs minutes. Surtout que je me dis mais je rêve, c'est pas possible, et je commence à me déplacer dans le couloir et je vois son regard qui me suit. Je suis totalement terrifié de ce que je suis en train de voir, sachant qu'en plus j'ai 10 ans à ce moment-là. J'ai vraiment eu la sensation que je rêvais, d'où le fait où je me mets des petites claques pour dire mais non, en fait là je me fais mal, je me touche, je ne rêve pas. C'est ce que je vois est réellement en train de se passer. Je suis vraiment en train de voir ma mère. Je reste bloqué comme ça pendant pas mal de minutes, jusqu'à temps de trouver le courage de bouger et d'aller aux toilettes. Je reste un moment enfermé dans les toilettes de peur. Je trouve le courage de sortir des toilettes en disant allez, c'était un rêve, t'étais pas bien réveillé, retourne te coucher. Je traverse le couloir et elle est toujours là. Elle est toujours là, elle me regarde fixement et vraiment j'ai le souvenir des yeux qui bougent comme ça et qui suivent mon regard, terrifiant. J'ai tellement peur que j'ose même pas aller voir mon père, puisque mon père est une personne des plus terre à terre qui existent. Il est pas du tout ouvert à ce genre de choses-là. Je me dis si je le réveille, je vais lui dire quoi ? Maman est pendue à la porte, il va jamais me croire. Donc je reste fixé un moment, je me souviens même que j'essaye d'appeler, je dis maman et pas de réponse, juste ce regard qui me fixe. Et après être resté bloqué plusieurs minutes, je me dis je m'en vais. Et je trouve la force de retourner me coucher et je me rappelle que je me suis vraiment caché sous la couverture, bloqué, paralysé complètement par la peur. Et j'ai mis bien plus d'1 heure à me rendormir derrière. Je crois que je suis même pas sûr d'avoir réussi à me rendormir par la suite. Le lendemain matin, quand je me réveille, je me dis qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? C'était vrai ? Oui, c'était vrai, c'était pas un rêve. Je sais que je l'ai pas rêvé. Mais en même temps, encore une fois, je me dis, est-ce que j'en parle à mon père ? Parce que très clairement, il croit pas à ce genre de choses-là. Et qu'est-ce qu'il va me dire ? Non, il va me prendre pour un fou. Donc, je décide de pas lui en parler. Et je reste plusieurs nuits en ayant du mal à dormir. Et je me rappelle que je me suis réveillé les nuits précédentes. J'ai pas osé sortir de mon lit, de peur de revoir cette vision-là de ma maman. Je crois qu'une bonne semaine est passée et je décide de questionner mon père sur les circonstances de la mort de ma maman. Du coup, mon père est une personne qui est très fermée et il n'a pas voulu m'en parler. Il a refusé totalement de me le dire, il voulait pas. Je suis allé voir du coup ma marraine de baptême, qui est un peu une deuxième maman pour moi, qui s'occupait déjà de moi à l'époque et qui a pris le relais d'une maman après que ma maman soit décédée. Et j'ai décidé de la questionner, de lui poser des questions. Je voulais savoir comment elle était décédée. Elle a pas voulu me le dire tout de suite, mais au fur et à mesure, à force de la questionner, elle a finalement fini par me révéler et elle m'a dit ta maman, elle a pris une cravate et elle s'est pendue sur le coin de la porte de sa chambre. Et là, j'ai été totalement terrifié. J'ai eu cette vision qui m'est venue et je me suis dit mais du coup c'était vrai. J'ai pas pu le rêver ça en fait, j'ai pas pu l'inventer, c'est impossible. Et j'ai très bien cette vision d'elle pendue sur le coin de la porte et là on m'annonce que effectivement c'est bien comme ça qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Ça m'a totalement cloué sur place. Cette vision-là après m'a hanté pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et je sais que après avoir eu cette révélation-là,
les nuits où je me réveillais, j'osais pas me sortir de ma chambre. J'avais trop peur de retomber sur cette vision-là. C'est jamais arrivé, je l'ai jamais revu, hein, mais voilà. Plusieurs années se sont écoulées à la suite de ça. Et là, je dois avoir 15 ans. J'avais une bande d'amis à l'époque où on passait des soirées ensemble, voilà, comme des ados, quoi. Et je sais que dans notre groupe d'amis, on avait 2 filles qui étaient très fans de tout ce qui était paranormal. Elles adoraient nous raconter des histoires la nuit qui faisaient un peu peur, voilà. Et même moi, à cette époque-là, j'étais pas du tout friand de ça. Je sais que j'étais pas à l'aise quand on racontait ce genre d'histoire, j'avais tout de suite très peur. Et j'avais tellement peur qu'à chaque fois le soir, j'arrivais même pas à rentrer seul chez moi. Je demandais toujours à des amis de me raccompagner jusqu'à chez moi parce que j'avais trop peur de ce genre d'histoire-là. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Un soir d'été, une de ces 2 amies-là, à la maison de ses parents, pour elle toute seule. Ses parents étaient partis en week-end et forcément, elle a décidé d'inviter toute la bande d'amis pour qu'on puisse passer une soirée tous ensemble chez elle. Donc on passe une soirée sympa, voilà, on s'amuse bien, on rigole bien. Et à un moment donné, lors de la soirée, quand arrivent les coups de minuit, elle nous dit écoutez, je me suis offert quelque chose de génial, on va l'essayer ensemble. Et là, elle nous ramène une planche de Ouija. J'avais déjà entendu parler, moi, de mon côté du Ouija, sans jamais vraiment m'être intéressé, mais je savais que c'était pas bon, déjà de base. Tout le monde trouve ça super génial. Je suis le seul qui est réfractaire. Et forcément, à cette époque-là, tous les amis me disent « Oh, allez, Julien, c'est bon, fais pas ton trouillard, on va s'amuser, c'est pour rigoler, voilà. » J'ai écouté, non, je ne veux pas participer à ça. Mais vu qu'il est minuit, qu'il est déjà très tard et que l'ambiance me met déjà mal à l'aise, j'ose pas rentrer chez moi seul. Donc je dis, je vais rester là, je vais vous regarder, mais je ne participe pas. Du coup, je décide de m'installer sur le canapé et juste de les regarder. Alors forcément, mon amie, elle, met une ambiance adéquate, elle éteint toutes les lumières, elle allume des bougies, ils se mettent tous en cercle assis par terre, vraiment l'ambiance adéquate. Et ils commencent à faire cette fameuse séance de Ouija où ils posent un verre dessus, ils posent chacun leurs doigts et ils posent des questions et ils attendent que ça se mette à bouger. Il va rien se passer pendant plusieurs minutes et moi je suis là en train de regarder à côté et voilà, j'attends juste une chose, c'est que ça se termine. Sauf que au bout de, je dirais, un bon quart d'heure, eh bien, le verre commence à bouger parce qu'ils n'arrêtent pas de poser cette fameuse question. Esprit, es-tu là? Est-ce que tu nous entends? Et là, le verre commence à se déplacer sur le oui. Donc au début, je suis un peu sceptique. Je regarde parce que je sais qu'on a un ami dans le lot qui est très farceur. Et je me dis, bon, ça doit être lui qui déplace le verre. Sauf que, vraiment, ils jouent tous le jeu où leur doigt est juste tout simplement posé, ça le frôle à peine. Et leurs doigts ne sont pas posés sur le verre, ils sont posés sur les côtés. Là où est placé mon ami, il est en face le oui. Donc en fait, le verre se dirige dans sa direction. Donc totalement impossible pour cet ami-là d'attirer le verre avec son doigt, comme ça. J'ai pas peur au début, je suis surtout intrigué. Et je regarde. Les 2 amies en question, forcément, elles sont totalement euphoriques à l'idée qu'il se passe enfin quelque chose. Et donc le verre arrive sur le oui. Donc là, il demande de replacer le verre au centre, le verre se redéplace au centre, et il redemande confirmation, et si tu es vraiment parmi nous, redéplace-toi une nouvelle fois sur le oui. Et là, le verre se déplace une nouvelle fois sur le oui. Donc là, je commence à regarder en verre avec encore plus d'attention, parce que je me dis, ok, il se passe quelque chose. Et là, il pose une question, est-ce que tu peux nous donner ton nom? Quel est ton prénom? Et le verre
commence tout doucement à se déplacer sur la planche de Ouija de lettre en lettre. Et là, les lettres forment le prénom Claude. Faut savoir que Claude, c'était le prénom de ma maman. Aucun de mes amis n'était au courant du prénom de ma maman. Ces amis-là, je les ai tous connus après le décès de ma maman. J'en parlais très peu de ma mère et de ce qui s'était passé. Et je n'ai donné le prénom de ma maman à aucun de mes amis. Donc là, en voyant ce prénom-là, je suis totalement pétrifié de peur sur place. Et je commence à rentrer dans une sorte de crise d'angoisse où je me mets à trembler de tout mon corps. Un de mes amis le remarque et me demande « Julien, ça va ?» Et je suis totalement terrifié, je fixe cette planche et la seule chose qui sort de ma bouche c'est le prénom de ma maman. Et là, ça a posé un froid total dans la pièce où plus personne ne rigole. Même les deux amies qui étaient complètement euphoriques à l'idée qu'il se passait quelque chose, elles sont totalement sous le choc. Elles décident de reposer une question en disant « Est-ce que tu es la maman de Julien ?» Et là, le verre se déplace sur le oui. On aurait pu croire que je serais totalement ravi de pouvoir parler avec elle, et c'est pas le cas. Je suis pétrifié de peur. Je suis totalement sous le choc et je suis vraiment terrifié. Mon ami me dit « Mais c'est génial, c'est ta maman, est-ce que tu veux lui poser des questions, profites-en ?» Et je suis là, je fais juste non de la tête. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. J'ai trop peur, en fait. Et mon ami me dit, mais t'inquiète pas, c'est elle. Elle ne te veut pas de mal. Et elle lui dit, esprit, est-ce que vous voulez du mal à Julien ? Et là, le verre se déplace sur le oui. Et donc là, blanc, un silence qui envahit la pièce, mais morbide, total. Je sais que mes amis me regardent en mode, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis paralysé par la peur. Je tremble de tout mon corps. Je ne sais pas quoi faire. Et là, dans un silence interminable qui a duré vraiment plusieurs minutes, on sent un énorme coup de vent qui traverse complètement la pièce et qui éteint toutes les bougies d'un seul coup. Et là, du coup, tout le monde se met à hurler jusqu'à ce qu'un des plus courageux trouve le courage de se lever et d'aller rallumer la lumière. Et plus rien. Je sais que mes amis sont venus près de moi directement, ils m'ont pris dans les bras en me rassurant en disant « Ça va aller, t'inquiète pas, on est là pour toi ». Mais je les écoutais même pas en fait. J'étais totalement terrifié de ce qui venait de se passer. Je me suis dit que ça pouvait pas être ma maman. Puisque ma maman, jamais elle ne me voudrait du mal. Je pense que c'était juste un esprit farceur ou un démon, je ne sais pas, qui a voulu se faire passer pour elle et nous faire peur. Mais sur le coup, en tout cas, totalement terrifié de ce qui vient de se passer. La seule chose qui arrive à sortir de ma bouche, c'est je veux rentrer chez moi. Et donc, des amis m'ont ramené chez moi et je suis directement allé me coucher. J'ai pas trouvé le sommeil de la nuit, j'étais encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Et le lendemain, je revois mes amis qui reviennent me voir en me disant ça va par rapport à hier, et je coupe directement la conversation chez eux. Je veux pas en parler. Voilà. Je me suis totalement bloqué à ça. Je ne voulais pas en reparler. Et je n'en ai jamais reparlé, du coup, par la suite avec eux, parce que c'était trop ce qui s'est passé, c'était vraiment trop choquant. Donc il m'a fallu quand même plusieurs mois pour pouvoir me remettre de cette expérience-là. Et forcément, les planches de Ouija et moi, maintenant, c'est terminé. La suite des anecdotes, elles se passent tous dans un endroit précis. C'est 1 an plus tard, du coup, la première expérience, on a 16 ans. Donc nous, on habite vraiment dans une grande ville. Et à la sortie de cette ville-là, il y a une route qui mène sur un champ qui donne sur une petite forêt. Après cette petite forêt-là, il y a un énorme parc pour enfants qui sert de centre de loisirs aujourd'hui, qui est fermé. Mais avant ça, il y a la petite forêt. Et ce lieu-là, c'était notre lieu de rassemblement.
On aimait bien être au calme. Et c'était vraiment le lieu où personne n'allait venir nous embêter, où on pouvait faire du bruit jusqu'à pas d'heure sans déranger personne. Donc on a passé de longues soirées et de longues nuits d'été là-bas, et même en hiver, quand on sortait, on aimait bien aller marcher là-bas, se balader. Bon, on restait moins sur place parce qu'il faisait froid quand même. Mais voilà, on a passé de longues nuits d'hiver et d'été dans cette forêt où on faisait des feux de camp, on se racontait des histoires, pas forcément qui faisaient peur, mais en tout cas tous les soirs d'été, on était là-bas. Juste à l'entrée de la forêt, donc il y a une route, sur la gauche il y a la forêt, et sur la droite il y a un manoir qui existe toujours, qui est toujours là. Et ce manoir-là, il est inoccupé depuis des années. Il n'y a jamais eu de visiteurs qui étaient là, les volets sont ouverts. Toutes les soirées qu'on a fait, qu'on est passé, on n'a jamais vu de voiture, ni de passage, ni de lumière d'allumée dans ce fameux manoir. Il est vraiment totalement inoccupé. Un soir d'été, alors qu'on était posé comme tous les autres soirs, dans cette forêt, on était en train de discuter et d'un seul coup, on entend au loin un chant résonner. C'était un chant, je dirais un chant religieux. Et là, on s'arrête tous de parler et on écoute. Il n'y a pas de paroles, c'est juste des octaves en fait. On entend juste juste comme ça, avec des voix de femmes en aigu et des voix d'hommes en grave. Ça faisait vraiment chant religieux d'une cérémonie ou d'un rituel. Du coup, ça ressemblait vraiment à un chant de rituel, sans aucune parole, mais juste des harmonies qui résonnaient. Et effectivement, c'est bien des chants qu'on est en train d'entendre. On distingue très clairement des voix de femmes, des voix d'hommes. Et on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça vient ? Et c'est pas proche, ça vient d'un peu plus loin, du coup. Et après plusieurs minutes à écouter, à se dire qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, on décide tous de prendre notre courage à deux mains et on y va. On marche en direction de ce champ. Comme je le rappelle, on est en plein milieu d'une forêt, il y a aucune probabilité pour qu'il y ait ce fameux chant-là, du coup. Ou alors c'est quelqu'un dans le village qui a mis la musique à fond, et encore écouter ce genre de musique à fond, y a pas vraiment de logique. On marche donc dans la direction. Plus on avance et plus le chant se rapproche. Et à un moment donné, donc on marche en direction plus du village, mais on est encore avant le village. Et on est plus rendu au niveau des champs, et quand on a la sensation d'être vraiment proche, on a vraiment l'impression que le chant il vient de 300-200 mètres devant nous. On est vraiment très très proche, et il n'y a rien. On continue de marcher, et là d'un seul coup, le chant s'arrête et il réapparaît derrière nous, mais très très loin, à 1 ou 2 kilomètres plus loin. Et là on se dit, mais quoi ? Mais comment c'est possible ? On était en train de marcher en direction du chant, et là il disparaît, il réapparaît bien loin derrière nous. Alors on se dit, oui d'accord, des fois le vent porte le son, mais là c'est clairement impossible. On avait vraiment l'impression que le chant, il y avait quelqu'un qui était 200 mètres plus loin, qui avait une énorme enceinte et que ça venait de là, ou que la chorale était 200 mètres devant nous. Là, ça a totalement disparu pour réapparaître derrière nous. Donc là, on est complètement dans l'interrogation. On se dit, mais comment c'est possible ? What the fuck ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Et du coup, on décide de remarcher en direction de la musique. On rebrousse chemin et on recommence. Là, pareil, on se rapproche, et plus on est proche de la musique, plus on a l'impression qu'on va voir apparaître quelque chose, une chorale ou quelque chose, vraiment. Et une fois qu'on est très très proche, déjà à ce moment-là, je décide de sortir mon téléphone portable pour pouvoir enregistrer ce fameux son-là. Alors pour préciser, ça remonte maintenant il y a bien plus de 15 ans.
on n'a pas les téléphones nouvelle génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais un vieux Sony Ericsson de l'époque qui enregistre avec une qualité vraiment médiocre. Mais je décide d'enregistrer le son pour garder une preuve de ça et le faire écouter à des gens. Et on se rapproche, on est vraiment très proche. Et là, encore une fois, même chose. Une fois qu'on est à 200, 300 mètres, même pas, le son disparaît. Et il réapparaît encore une fois, bien loin, cette fois-ci sur notre gauche. Et là, on est stupéfaits tous. On n'est pas vraiment dans la peur, on est plus en train de se dire, mais comment c'est possible ? Comment un son qui peut être aussi proche que nous peut disparaître et se volatiliser comme ça pour réapparaître aussi loin ? C'est juste pas possible. Et donc, on décide encore une fois de marcher en direction de ce champ-là. On marche. Et là, on arrive encore très proche du champ. 200, 300 mètres. Et on se dit, mais on va finalement voir quelque chose apparaître. Et, même chose cette fois-ci. Le champ disparaît. Mais cette fois-ci pour s'arrêter totalement. Et on n'entend plus rien. Calme plat. Alors que là, on s'est éloigné vraiment très loin de la ville, du coup. Et on n'entend absolument plus rien. On n'a jamais su ce que c'était, au final. On s'est renseigné, nous, de notre côté, pour savoir si il y avait une fête dans la ville, avec des énormes enceintes qui auraient pu porter le son aussi loin. Mais même ça, on s'est dit, comment le son aurait pu apparaître aussi proche de nous et réapparaître loin, parce que quand on était vraiment à 200 mètres, c'était vraiment à 200 mètres devant nous, on était censé voir quelque chose, quoi. En fait, cette forêt, c'était vraiment le lieu, personne n'y allait, en fait. Moi, je cache pas que les premières fois que j'y suis retourné, j'étais pas trop rassuré, mais les autres étaient totalement on va y retourner, on va voir si ça se reproduit, ce serait génial et tout. Voilà. Du coup, il s'est rien repassé pendant plusieurs mois. Du coup, on n'a jamais entendu ces chants. Seulement quelques mois après, on était en hiver et on était chez une de ces fameuses amies qui adore les choses paranormales. Et on décide de faire un petit tour. Il était aux alentours de 23h minuit à peu près. Alors c'est pas une heure pour sortir, on dirait, mais nous on aimait bien se balader de nuit parce qu'on était tranquille et on nous embêtait pas. Et on décide d'aller faire un petit tour et forcément comme d'habitude de marcher en direction de notre QG de la forêt. On entre donc dans le village, on arrive par ce fameux chemin qui donne en direction de la forêt et on voit un brouillard assez épais qui débute à l'entrée de ce fameux chemin. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'y suis déjà allé plusieurs fois de nuit. J'y suis déjà allé quand il y avait du brouillard. Ça ne me posait aucun problème. Mais ce soir-là, je me retrouve bloqué devant ce chemin. Je me dis, j'ai pas envie d'y aller. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. Je ne me sens pas d'y aller. Donc là, encore une fois, mes amis, oh là là, mais Julien, arrête d'avoir peur tout le temps, c'est rien, c'est que du brouillard, on est ensemble, il va rien se passer. Et j'arrive pas à poser les mots, en fait. Je leur dis non, je voulais pas qu'on aille ailleurs, je ne le sens pas. Et donc forcément, ça embête tout le monde. Et j'ai un des amis de notre groupe qui voit vraiment que je suis pas bien. Faut savoir qu'on était 4, du coup, donc il y avait moi, cet ami-là, et un couple d'amis. Et donc ce fameux ami il dit écoutez, allez-y vous, moi je vais rester avec Julien et au pire on se rejoint ou vous revenez, mais on vous attend là. Du coup on fait comme ça. Eux décident quand même d'y aller faire un tour. Ils vont dans le fameux chemin en direction de la forêt et moi je reste avec mon ami. Et donc il me dit mais ça va, et je fais oui ça va, mais je sais pas pourquoi je ne le sens pas d'y aller. Et donc on s'assoit sur le rebord du trottoir et puis on commence une conversation, on discute pendant plusieurs minutes. Et à un moment donné, pendant qu'on discute, je suis
happé par la vision de ce fameux brouillard qui est à l'entrée du chemin, qui commence à avancer vers nous. Et c'est vraiment, en fait, le brouillard qui, comme une énorme fumée, avance, mais très rapidement. Alors, je suis pas expert en sciences ni quoi que ce soit, mais pour moi, le brouillard, ça n'avance pas. Du moins, pas aussi rapidement que ça. Là, c'est vraiment comme si une fumée, une épaisse fumée, avançait vers nous pour totalement nous englober. Il faudra même pas 2-3 minutes pour qu'on se retrouve complètement immergé dans le brouillard. Mais un brouillard vraiment épais, où on voit pas à plus de 2 mètres devant nous, quoi. Et on se dit, bon, ok, c'est surprenant, mais voilà. D'un seul coup, on entend une alarme qui se met à hurler à côté de nous. En fait, pour expliquer, plusieurs centaines de mètres avant ce chemin, il y a une usine d'incinération. Et en fait, on entend, comme l'alarme incendie de l'usine d'incinération qui se met à hurler. Et là, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe ? Au début, on pense un peu à un incendie, mais on se dit, c'est pas logique. On l'aurait senti déjà et on l'aurait vu avant que le brouillard nous enveloppe. Et là, d'un seul coup, derrière le muret qui est juste derrière nous, qui protège l'accès au champ, on se met à entendre des chants religieux, encore une fois. Là, ce sont des chants uniquement faits à base de voix graves et de voix d'hommes. Comme des chants paganes, un peu, mais vraiment très graves, où on entend... Et là, mais je me rappelle avoir été pétrifié de peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Premier réflexe qu'on a, on sort nos téléphones pour appeler nos amis, pour leur demander de revenir. Et là, pas de réseau. On se met à l'entrée du chemin et on se met à hurler leurs prénoms. Et là, on entend nos voix en résonance. Comme si on était dans une église. Or, il n'y a aucune logique, sachant qu'on est dehors, en plein air. On n'est absolument pas dans un endroit où ça devrait résonner, et on n'est pas dans la forêt. On est vraiment à l'entrée d'un chemin. Et jamais, à cet endroit-là, ça résonne, normalement, quand on parle. Et là, c'est vraiment, on entend nos voix en écho, comme si vous étiez en train de crier dans une église. Ça fait exactement le même bruit. Moi, je suis totalement apeuré de ce qui est en train de se passer. Mon ami aussi. Sachant qu'en plus de mon groupe d'amis, celui qui est avec moi, c'est une des personnes les plus terre-à-terre qui soit. Et là, je vois bien dans son regard qu'il est sous le choc et sous la peur de ce qui est en train de se passer. Et à un moment, il se ressaisit un peu et on écoute les chants qui ne s'arrêtent pas en boucle, avec l'alarme qui hurle, toujours en boucle derrière. Et il me dit, ok, faut qu'on aille voir. Et moi, je le stoppe direct. Et je ne sais même pas encore aujourd'hui pourquoi je lui ai dit ça. Mais je lui dis, non, si on y va, on est mort. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais j'ai cette sensation-là. Cette situation, en réalité, avec l'alarme qui hurle et les chants, ça a dû durer environ 5 minutes, à peu près. Pour moi, j'ai eu l'impression que ça a duré une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, tellement sous le coup de la peur, c'était interminable. Mais en réalité, ça a duré 5 à 10 minutes tout au plus. Et là, d'un seul coup, les chants s'arrêtent. L'alarme arrête d'hurler et le brouillard se dissipe aussi rapidement qu'il était venu. Et là, on se regarde avec mon ami, on fait « Ok, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et pendant qu'on est en train de se regarder silencieusement, mais tout en se questionnant, on voit notre couple d'amis qui réapparaît, mais pas dans le sens où ils sont partis, mais derrière nous. Faut savoir que ce fameux chemin qui mène à cette forêt, il n'y en a qu'un seul. Pour pouvoir réapparaître derrière nous comme ils l'ont fait, il faudrait qu'ils aient traversé toute la forêt et faire le tour complet des champs. Ce qui à pied prend au moins une demi-heure de marche, voire en courant une bonne vingtaine de minutes. Or, là, vu le temps que ça a duré, c'était juste impossible.
On aurait pu dire que en fait ils se sont cachés et qu'ils sont passés à côté de nous. Non, même si on avait un brouillard épais où on voyait pas à 2 mètres, on n'était pas sur une route énorme. C'est une toute petite route de campagne où on voit quand même de l'autre côté d'un trottoir un autre. Là, on les a pas vus. Nos amis arrivent vers nous et en nous engueulant, nous disent « Ah mais vous étiez où ça fait un quart d'heure qu'on est en train de vous chercher partout. Qu'est-ce que vous faisiez ?» Et là, on se regarde, on fait « Mais vous, où vous étiez ?» Nous, on est là, on est parti, et même pas 5 minutes après, on est revenu et on vous a pas trouvé. Qu'est-ce que vous faisiez? Et là, on se regarde avec notre ami, on fait « Attends, comment c'est possible ?» Et là, on leur dit « Mais vous avez entendu l'alarme Elles nous disent « Quelle alarme ?» Elle fait « Mais vous avez entendu les chants ?» « Quel chant ?» Et là, on se regarde et on voit que dans leur regard, ils sont pas en train de jouer la comédie. Ils sont vraiment énervés parce qu'on sent que ça fait un quart d'heure qu'ils nous cherchent. Et même eux nous disent « Mais c'est bon, arrêtez avec vos histoires, arrêtez d'essayer de nous faire peur, c'est bon, vous êtes planqués là et vous nous avez saoulés, on vous a cherché pendant un quart d'heure, c'est bon quoi, on rentre. » Et là, on leur dit « Non, mais vraiment, vous avez pas entendu. » On insiste, on fait « Nous, on a entendu les chants, on a entendu l'alarme et il y avait le brouillard. » Et là, ils nous regardent, ils font « Mais de quoi vous parlez ?» Donc en fait, on était au même endroit, au même moment, et on n'a pas vécu les mêmes choses. Eux, ils nous ont dit, mais en fait, on est passé 3-4 fois dans le chemin, là où on vous a laissé, et on ne vous a pas vu. Alors que pendant tout ce temps-là, nous, on est restés en plein milieu de la route. C'était impossible de nous louper. Impossible. Encore une fois, pour recontextualiser, à l'époque, on n'avait pas de téléphone qui faisait des sons aussi bien qu'aujourd'hui, où on pouvait diffuser ça, et même, ne serait-ce que si c'était le cas avec des téléphones d'aujourd'hui, impossible de simuler le bruit d'une alarme, comme on l'a entendu, et de chants. Alors après, du coup, que ce soit passé, notre couple d'amis est assez énervé parce que, pensant qu'on leur faisait une mauvaise blague, ont décidé de rentrer. Donc on est tous rentrés. On est resté juste moi et mon ami qui avions vécu ça, en train de discuter de ce qui venait de se passer, à chercher d'essayer de trouver une explication rationnelle. Sauf qu'il n'y en avait pas, en fait. Et on a dit, mais on a bien vécu la même chose, on est d'accord. T'as bien entendu les chants, toi aussi. Oui, on a bien entendu l'alarme. Et le brouillard. On avait vraiment vécu cette chose-là. Comme je disais, mon ami, c'est une personne très terre à terre, du coup. Il croit absolument pas à toutes ces choses-là. Et ça va être le premier, lorsqu'on va parler d'événements paranormaux, à dire « Ouais, mais c'était le vent. Oui, mais il y avait ça. » Ça va être le premier à trouver une solution rationnelle. Et je sais que même encore aujourd'hui, il refuse totalement de parler de cette fois-là, parce qu'en fait, c'est la seule chose qui s'est passée dans sa vie où il a aucune explication rationnelle à fournir. Des fois, notre couple d'amis nous disent des fois « Ah oui, mais vous aviez vécu une fois un truc et tout. » Directement, il change de pièce, il refuse d'en parler. Cet événement-là, c'est l'événement le plus fou que j'ai vécu, parce que même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y penser, parce que effectivement, j'avais déjà vécu d'autres choses avant, mais là, cette fois-ci, c'est la fois où j'ai le moins d'explications à ce qui s'est passé, parce que encore les premières fois, je peux dire c'est ma mère que j'ai vue. La planche de Ouija, ça peut être un esprit malin. Là, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, et la seule chose qui me marque, c'est que on a été 2 groupes d'amis au même endroit à vivre des choses différentes et entendre des choses différentes. Et effectivement, après ce soir-là, moi, ça m'a travaillé pendant des mois et j'étais pas dans la peur, mais j'étais vraiment dans qu'est-ce qui s'est passé. La dernière chose qui s'est passée, ça a été l'été suivant, donc du coup, j'avais 17 ans. Comme un soir habituel, on se rendait dans la forêt à notre endroit. Et là, une chose nous a tout de suite interpellés. On a vu une voiture
qui rentrait à l'intérieur de la cour du fameux manoir qui se trouve à l'entrée de la forêt. Et donc on a dit « Ah, tiens, il y a une voiture qui rentre, c'est bizarre. » Donc forcément, curieux, on est allé en direction de l'entrée du manoir. Et là, on a vu plusieurs voitures garées dans la cour de ce fameux manoir. Chose qui avait changé, c'est que tous les volets étaient fermés du manoir. Alors qu'habituellement, les volets étaient ouverts. On voyait très bien les fenêtres. Même quand on marchait, on pouvait voir à travers les fenêtres au loin des meubles de l'autre côté. Là, tous les volets étaient fermés. On est resté à regarder quelques minutes, voilà, intrigué. Et là, on voit une nouvelle voiture qui arrive sur cette fameuse route et qui rentre dans le chemin. Donc on regarde, intrigué. Et là, on voit de la voiture sortir 3 personnes vêtues entièrement d'une toge noire et d'une capuche noire. On ne voyait pas leur visage. Et là, on fait d'accord, bizarre. Et là, on voit qu'ils vont toquer à la porte du manoir. Et pareil, une personne vêtue complètement de noir et encapuchonnée leur ouvre la porte. Ils rentrent et directement, ils referment la porte derrière. Et là, on se dit, d'accord, très bizarre quand même. On reste à regarder, à observer pour voir si on arrive à distinguer quelque chose. Et là, d'un seul coup, on sursaute parce que on entend derrière nous, qu'est-ce que vous faites là ? On se retourne et là, on voit 2 personnes vêtues de noir, une toge, avec une capuche. Donc forcément, vu qu'ils sont près de nous, on arrive à distinguer leur visage, mais ils nous font peur parce qu'on les a même pas entendus arriver derrière nous. Et là, on se retourne, on fait excusez-nous, on regardait juste parce que on n'a pas l'habitude de voir cet endroit occupé. Et là, ils nous recoupent la parole, ils nous disent qu'est-ce que vous faites là ? Donc là, ça a jeté un froid. On dit désolé, on voulait pas déranger, c'est juste qu'on a l'habitude de venir là, traîner dans cette forêt et on n'a pas l'habitude. Et ils nous recoupent la parole en disant vous devriez pas rester ici, allez-vous-en. On dit d'accord, désolé, on voulait pas vous déranger, pas de problème, on s'en va. On commence à partir et on entend un des 2 qui nous dit si je peux vous donner un conseil, ne vous avisez plus jamais de revenir par ici. On se regarde tous, il y a un énorme froid et on dit rien et il nous dit juste maintenant allez-vous-en. Et là, sans demander notre reste, on part. On ne cherche pas à réfléchir, on part. On se dit, mais c'est quand même bizarre, ça fait des années maintenant qu'on traîne dans cet endroit, il n'y a jamais rien eu, ni quoi que ce soit, c'est trop bizarre. Et on commence à partir, du coup, cette soirée-là, on se dit, on va pas y aller, on commence à retourner vers la ville. Et là, on voit une voiture qui sort de la cour du manoir et qui nous suit. On réfléchit pas, on continue de remarcher vers la ville et clairement, cette voiture nous suit. C'est-à-dire qu'elle est derrière nous et elle roule au pas et clairement, elle nous suit. Et même quand on se retourne pour regarder, qu'est-ce qu'on voit ? 2 hommes encapuchonnés dans la voiture et qui nous suivent pour voir où on va. Ce soir-là, on n'a pas trop demandé notre reste en fait. On est arrivé en ville et je sais que même sans rien dire, en fait, on est naturellement rentrés chacun les uns chez les autres. On s'est même pas dire au revoir ni quoi que ce soit ou on va ailleurs, non. On est arrivé, on s'est séparés et on est chacun rentré chez soi. Et même le dernier qui habitait plus loin nous a redit le lendemain que la voiture l'avait suivi jusqu'à chez lui pour bien voir si on rentrait chacun chez nous. Dès le lendemain, forcément, mon groupe d'amis et moi, on s'est retrouvés. On a reparlé de ce qui s'était passé. On s'est dit, mais c'était quoi ça ? C'était qui ces gens ? Curieux comme on l'était en tant que jeune, forcément, le soir même, on y retournait. Et là, il n'y avait plus rien. Plus aucune voiture. Les volets du manoir étaient de nouveau ouverts. Rien. De notre côté, avec une des 2 amies, on avait fait des recherches sur ce fameux manoir. Alors des recherches d'ados de 17 ans, donc malheureusement nos recherches n'ont pas mené très loin. Les seules choses qu'on a pu recenser, c'est une affaire de meurtre qui a eu lieu dans la forêt dans les années 90, il me semble,
où un couple était tombé en panne juste devant la forêt. Le garçon était parti aller chercher de l'aide ou aller chercher de l'essence. Et il a laissé sa copine seule dans la voiture. C'est une très mauvaise idée. Et les faits relataient que lorsqu'il est revenu, il a retrouvé uniquement que la tête de sa copine dans la voiture. C'est la seule histoire qu'on a retrouvée et qui est revenue plusieurs fois, relatée par plusieurs personnes. Donc là, rien de paranormal, a priori. Juste peut-être une histoire de meurtre, mais c'est les seules choses qu'on a eues. Et quand on a essayé de se renseigner sur le manoir, on a eu très très peu d'informations. On n'a jamais trouvé à qui il a appartenu avant. Quand on le voit, il est pas vieux. Mais je sais pas, il a une atmosphère qui est assez malaisante. Peut-être que des gens ont fait des recherches depuis et qu'ils auront plus d'éléments de réponse que moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il s'est passé des choses. Après tous ces événements que j'ai vécus, je me suis beaucoup plus ouvert, effectivement, à tout cet univers du paranormal. J'en ai moins peur maintenant, là où avant ça allait m'effrayer. Aujourd'hui, je suis toujours pas dans la recherche, je suis pas du tout du genre à vouloir provoquer des événements. Mais je suis plus dans la compréhension. J'aime beaucoup entendre les gens me raconter leurs histoires, ce qu'ils ont vécu, sans y chercher une explication rationnelle, parce que je suis pas du tout quelqu'un de terre à terre. Je suis très ouvert d'esprit à toute forme de choses qui peuvent se passer. Pour moi, très clairement, il y a quelque chose après la mort. Ça peut pas juste s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Il y a trop de choses aujourd'hui qui se sont passées dans le monde, de faits relatés. Comme quoi il se passe des choses, c'est impossible. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on peut pas le nier. Il y a forcément quelque chose. Quoi ? Malheureusement, on n'a pas une réponse exacte, mais il y a quelque chose, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, voilà, je suis assez ouvert pour en parler. Je dis pas que j'en ai plus peur, mais en tout cas, je suis beaucoup plus intrigué maintenant et j'aime qu'on me relate des histoires et essayer de comprendre les explications, le pourquoi du comment. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.